part et donc je passe la parole à Jean-François. Merci Laurent, merci Franck, bienvenue à tous. C'est un plaisir de partager un bon petit déjeuner ensemble. Alors on ne vous cache pas qu'il y a eu quelques petits accidents ce matin de café dans la salle. Alors j'espère que derrière les écrans tout va bien. Protégez vos claviers. Hein. Et puis alors on va se partager un petit café, un petit croissant et puis un peu de jus d'orange en parcourant 50 années d'observation. Parce qu'il faut savoir, on peut démarrer, hein, il faut savoir que l'agence est née aussi avec l'observation il y a 50 ans. Alors Franck était encore tout bébé, hein, il sortait du ventre de sa maman et à l'agence on faisait de l'observation. Ouais, il y avait des gens qui bossaient pendant ce temps-là. Et il faisait de la prospective. Alors pas vraiment de la prospective, c'est-à-dire qu'à l'époque la prospective n'existait pas, hein, c'était même un terme qui n'avait pas encore été inventé, on parlait de projection, de prévision. Et nos collègues, alors certains sont peut-être en ligne, avaient prévu qu'en 2001, on serait 500 000 habitants dans le Dunkerque. Bon, on était à peu près la moitié, mais c'était déjà une belle projection, d'autant plus que quand on regarde ce qui s'était fait à l'époque, hein, les calculs qui avaient été faits, tout était tapé à la machine, tout était fait à la main, et on avait vraiment des modèles mathématiques extrêmement élaborés qui permettaient de faire en gros, de prolonger les tendances. Or, les tendances, à l'époque, c'était vraiment l'explosion du territoire. Avec l'arrivée d'Usinor, on avait une explosion démographique incroyable, une attractivité qui était très, très forte, et puis on était dans une région extrêmement jeune, où le taux de natalité était également très, très élevé. Donc, ce n'était pas étonnant qu'on atteignait ces chiffres-là. Mais ça nous permet aujourd'hui d'être très prudent vis-à-vis des projections, des prévisions, des anticipations. Et ça a poussé aussi, plus généralement, les chercheurs ne plus parler progressivement de prévision, mais de prospective. Alors, on avait aussi une certaine vision du futur. Hein, on était dans les années 70. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient déjà nés, dans les années 70, on imaginait l'an 2000 comme étant une époque assez spéciale, avec des voitures volantes, la conquête de l'espace. Hein, souvenez-vous, 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein, on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Les buildings partout, etc. Et à l'époque, donc l'agence avait sorti un ouvrage, un livre blanc qui s'appelait Dunkerque 2000, dans lequel on trouvait des cartes qu'on retrouve ici en bas de cette présentation. Et sur ces cartes, on voyait que Dunkerque, le port de Dunkerque pouvait évoluer en même temps que le port de Calais et ne faire qu'un seul port, dont la taille serait à peu près équivalente à celle du port de Rotterdam, qui à l'époque était le premier port du monde. Donc l'ambition était quand même très très forte. Au milieu, on avait un petit poumon vert qui était Gravelines, mais il faut se souvenir quand même de ce qu'on avait imaginé à l'époque pour mieux comprendre ce qui pourrait ensuite évoluer sur notre territoire. Alors quelques années après, c'était carte sur table, puisque la crise était arrivée, et là, on travaillait l'observation et la prospective, la prévision, de façon totalement différente. Carte sur table, on revoyait les choses, on revoyait la copie, on n'était plus parti sur 500 000 habitants, on essayait de voir comment anticiper l'avenir dans une situation de crise, et avec une remise à plat de toutes les certitudes qu'on pouvait avoir auparavant. Et très régulièrement, on est revenu aussi sur ce type d'observation-là. Et encore aujourd'hui, on est obligé de travailler l'observation un peu selon cette même état d'esprit. En situation de crise, comment observe-t-on, comment revoyons-nous nos façons de faire? On ne serait pas actuellement dans une période similaire de réflexion et d'ajustement. Exactement. En tout cas, on est dans une période de très très grande incertitude. Et on verra qu'aujourd'hui, on peut travailler en situation d'incertitude. À l'époque, on n'était pas tout à fait préparé. Alors ensuite, il y a eu les années 2000. Hein. En 2000, on a créé l'Observatoire du développement local. Alors là, c'était un tournant dans l'histoire de l'observation de l'agence, puisqu'on a décidé de créer un seul observatoire pour toute l'agence. On est quasiment une des rares agences en France à avoir ce modèle-là. C'est-à-dire que la plupart des agences ont un observatoire de l'emploi, un observatoire du tourisme, un observatoire de l'habitat, un observatoire des zones d'activité, un observatoire, etc., etc. Nous, ce n'est pas le cas. Hein, même si on
pourrait croire que c'est à peu près le cas, mais non, ce n'est pas du tout le cas. Nous, on a un seul observatoire qui s'appelle l'Observatoire du développement local et qui permet à tous ces axes d'observation de travailler de façon transversale. Parce que quand on travaille sur l'emploi, ça a des répercussions sur l'habitat. Quand on travaille sur l'habitat, ça a des répercussions sur l'emploi, ça a des répercussions sur la société, sur la précarité, sur l'énergie, etc. Tout est lié. Et on tient à garder cette marque de fabrique. Alors, au fil des années, on a pu travailler sur énormément d'études. Alors, le problème des études, c'est que quand on les produit, c'est formidable, c'est un énorme investissement. On les sort, là, c'est champagne, et puis quelques semaines après, on les a oubliés. Alors qu'il y a énormément de travaux qui ont été faits à l'époque, qui ont encore une pertinence aujourd'hui, et qu'on doit pouvoir ressortir de temps en temps, peut-être retravailler, réétudier, parce que leur message était fort. Alors, je pense en particulier à quelques exemples. L'enquête sur l'image des quartiers. À l'époque, c'était avec Patrice Vergrit qu'on avait travaillé là-dessus. Je ne sais pas s'il est en ligne, mais s'il s'en souvient, c'était assez épique. C'était compliqué, mais en fait, il y avait une chose à retenir de cette étude. En fait, cette étude consistait à essayer de comprendre ce que les habitants de l'agglomération pensaient de leur quartier, les uns par rapport aux autres, quels étaient leurs quartiers préférés, etc. Mais alors, quand vous dites ça, vous dites, c'est pas compliqué, on va leur demander. Mais ça veut dire quoi si je vais vous voir, je vous dis, bon, c'est quoi votre quartier préféré? Mais il faut le trouver sur une carte, il faut... Alors, quand on donne une carte aux habitants, tout le monde ne sait pas se repérer dans une carte. C'est pas évident, il faut pouvoir en parler à tout le monde. Et donc, on a plutôt travaillé sur la sémantique. C'est-à-dire qu'on a été voir les gens, on leur a demandé tout simplement quels étaient leurs 3 quartiers préférés et les 3 quartiers les moins aimés, sans décider de périmètre a priori, ni rien. Et en fait, c'était eux qui s'exprimaient. Hein, et à travers leurs mots, on en déduisait un certain nombre de choses. Et les conclusions de cette étude étaient extrêmement riches et je pense qu'elles interpellent encore les travaux, notamment sur le NPNRU. Les conclusions nous disaient que, en gros, les quartiers les moins aimés étaient les quartiers qui n'étaient pas fréquentés. C'est-à-dire que les gens disaient, voilà, tel quartier, moi, je n'aime pas du tout. Et on leur disait, mais vous y êtes déjà allé? Ah non, 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 je ne mets pas les pieds là-bas. Alors que pendant des années, on avait investi. On avait démoli les anciens bâtiments, reconstruit, fait des aménagements urbains extrêmement, extrêmement bien faits. On avait mis des équipements, etc. Mais on avait oublié une chose, c'était de trouver le bon levier pour que les habitants fréquentent ce quartier. Et ça interpelle la mobilité. Je vois, on a des spécialistes de la mobilité ici, mais c'est vrai que c'est extrêmement important. Si on ne va pas dans le quartier, on ne peut pas voir que son image a changé. Donc son image reste la même, donc le foncier est tiré vers le bas, le prix de l'immobilier tiré vers le bas, l'image tirée vers le bas, et vous êtes toujours dans le même cercle vicieux. Donc ça, c'est un critère extrêmement important. Je ne suis pas sûr qu'on ne l'ait pas un petit peu oublié. L'étude sur le discours de la presse quotidienne nationale. Là aussi, c'était une étude assez unique. Je ne suis pas sûr que d'autres agences l'aient faite à l'époque. On avait interrogé non pas la Voix du Nord, non, mais les grands quotidiens nationaux, Figaro, Libération, Le Monde, et on avait étudié 10 années d'articles de presse, dans lesquels il y avait Dunkerque dans le titre ou Dunkerque dans le texte. Et on essayait de voir quelle était l'image qui ressortait de ces articles. Alors, on a travaillé avec des journalistes qui nous expliquaient l'attaque, l'accroche, la chute, etc. Donc, comment bien interpréter un article. On a créé une base de données avec tous les critères qui entraient dans cette interprétation. Et on a sorti vraiment une étude extrêmement riche qui montrait aussi encore un message important. C'était que Dunkerque ne maîtrisait pas son image. C'est-à-dire que les articles de presse reprenaient en fait des faits divers, des accidents industriels, des grèves, des grèves des dockers, etc., etc. Ce qu'on a pu depuis des années. Hein. Et on imaginait aussi des choses, parce qu'on voyait très bien à la lecture des articles que les journalistes n'avaient pas mis les pieds dans le Dunkerquois. Et ils avaient une drôle d'habitude, c'est que quand ils démarraient leur article,
Ça démarrait toujours ou très souvent par sous une pluie battante, sous un ciel gris, le vent, etc., etc. Et donc, c'était extrêmement intéressant. Et c'est là qu'on a vu que, à côté de ça, on avait des opportunités à saisir parce qu'on avait des leviers positifs dans les articles de presse. C'était le carnaval, alors qu'on pensait exactement le contraire. On pensait que le carnaval, c'était quelque chose qu'on traînait. En fait, l'image était très bonne. On avait le sport, on avait la culture, puisqu'on avait un rayonnement exceptionnel de nos musées, musée des Beaux-Arts, musée Le Lac, le FRAC n'existait pas encore, ou en tout cas il était encore un peu, enfin, il rayonnait pas comme aujourd'hui. On avait aussi un festival de cinéma qui rayonnait énormément à l'échelle nationale, mais personne ne l'avait vu. Donc on l'avait arrêté, ce festival de cinéma. Si on avait fait cette étude quelques années avant, bah, le festival de cinéma serait encore là aujourd'hui. Jean-François, je voudrais te dire aussi que dans les années 70, on avait un festival de jazz qui dépassait les frontières même du pays. Donc là, ne l'oublions jamais aussi. Que les émanations aujourd'hui, c'est le même JC Terre-Neuve, quoi. Mais il y avait cela. Ah, mais tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, c'est des expériences qui ont été menées à une certaine époque, qui marchaient bien. Mais c'est pour ça que c'est important quand même de temps en temps de faire ce type d'études qui sort des études traditionnelles, qui sont plus qualitatives. Bonjour. Alors l'Atlas transfrontalier, là aussi, c'était extrêmement intéressant parce qu'avec l'Atlas transfrontalier, on a dépassé la frontière. C'était très compliqué parce qu'il y a énormément de données qui ne sont pas compatibles entre France et Belgique, malgré l'Europe. Et là aussi, on a découvert plein de choses, notamment que sur certaines données, sur certains indicateurs, la Belgique était l'avenir de la France, notamment sur le vieillissement, structure de la population. Et on s'est rendu compte que au début des années 2000, la situation démographique de la Belgique, de la Flandre occidentale, était celle que nous allions avoir en 2030, c'est-à-dire demain. Donc il suffit de reprendre l'étude pour savoir ce qu'on va devoir gérer dans quelques années. Dans cette étude, on montrait que le vieillissement avait été beaucoup plus rapide côté belge, donc ils s'étaient équipés. Et je pense que d'ailleurs pour le GECT, il faudrait la ressortir. Pour quelqu'un qui est connecté, si vous pouviez arrêter les micros, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, il faudrait ressortir cette étude parce que pour le GECT, sur les questions de vieillissement, on sait qu'ils ont à peu près 20 ans de recul, 20 ans d'avance sur la gestion, l'accompagnement, etc. Et ils pourraient nous apporter aussi beaucoup pour travailler sur ça. C'est pas pour rien que l'agence est membre fondateur, fait partie des membres fondateurs du GECT, du groupement européen de coopération territoriale. Coopération territoriale. Cherchez le C. Bon, bien, je vais accélérer un petit peu, mais il y a aussi les repères stratégiques des États généraux de l'emploi local, pour lesquels il y a une mine d'informations. D'ailleurs, on va se replonger là maintenant dans les prochaines semaines sur cet ouvrage qui avait marqué quand même l'observation du territoire. Et c'était un modèle qu'on a expérimenté à l'époque et il s'avère aujourd'hui que c'était le bon modèle. Donc, on est en train de le faire ressortir, on va le retravailler. Et puis, bon, je vais revenir après sur nos perspectives, mais effectivement, ce sera intéressant. Un autre sujet, alors là aussi, c'est vraiment d'actualité. Ça, on l'a travaillé pour le SCOT. À l'époque, on avait demandé à l'INSEE de nous faire des projections démographiques. Alors, je ne sais pas si on a des collègues de l'INSEE qui sont connectés ce matin, mais ils pourront confirmer le fait que quand ils travaillent des projections, bah, ils prennent les modèles existants et ils les projettent dans l'avenir avec l'application d'un certain nombre de paramètres. Donc, on a des modèles extrêmement bien élaborés. Et puis, on a quelques hypothèses, hypothèse haute, hypothèse centrale, hypothèse basse. On a demandé à l'époque à l'INSEE de travailler autrement. On n'a pas été forcément très bien accueillis au départ, puisque c'était pas trop dans leur habitude, mais on avait demandé à l'INSEE de mettre face à face l'évolution de la population et l'évolution de l'emploi, pour voir si dans les modèles, on avait une corrélation totale
entre progression de l'emploi et évolution de la population. Donc on est revenu 50 ans en arrière et on a regardé tous les modèles. On regardait à quel moment on avait une corrélation, à quel moment il y avait un détachement, et on essayait de comprendre pourquoi ça se détachait. Et ensuite, on a posé une question qui peut paraître simple. C'était combien d'emplois faudrait-il créer en net sur le territoire pour assurer une stabilité démographique, pour faire remonter cette... Donc en gros, ce personnage a besoin de combien d'emplois pour réussir à redresser la barre? On s'attendait à des milliers d'emplois à créer chaque année, etc. En réalité, en net, donc c'est en compensant également les diminutions d'emplois. Il suffisait de créer une centaine d'emplois par an sur le territoire pour redresser la barre. Une centaine d'emplois. Donc c'était tout à fait possible. Ça changeait complètement la donne pour le SCOT. Ça voulait dire que si on arrivait à cette ambition, alors ça nécessite non seulement de créer de l'emploi, mais aussi de l'attractivité résidentielle. Il faut que les gens qui viennent travailler à Dunkerque habitent Dunkerque. Il faut qu'ils s'installent avec leur épouse, leur mari, les enfants, etc. etc. Donc il y a beaucoup de paramètres derrière tout ça, mais ça veut dire que c'est possible. Et à partir du moment où on se dit que c'est possible, ça change complètement le SCOT. On n'est plus sur un SCOT qui se dit on va dans le mur, on va dans le mur. On a un SCOT qui dit c'est possible, on peut changer les choses. Et aujourd'hui, avec les dernières annonces sur les grands investissements qu'on devrait avoir sur le territoire, on sait qu'il va falloir faire face à la recherche de main-d'œuvre, à l'accueil de ménages, parce que quand on dit pour l'EPR qu'on va monter à 8000 salariés qui vont travailler sur le chantier, mais c'est beaucoup plus de monde en fait, c'est aussi les ménages dans leur intégralité, ils ne vont pas venir seuls forcément. Il y aura des enfants, il y aura, etc., etc. Il y a la notion de famille qu'il va falloir intégrer aussi à cette question. Et donc, ça remet totalement à plat toutes les questions qu'on s'est posées sur l'habitat dans le SCOT, sur les projections démographiques, les projections d'emploi, le foncier. Donc, je pense que pour le SCOT, il faut prendre du recul, il faut se réunir et il faut en discuter. Parce que là, ces annonces sont totalement inédites depuis les années 60. Donc il faut se poser